Bonsoir à tous, c'est le 19h de Public Sénat. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme. Il faut faire vite pour sortir la Grèce de l'ornière des déficits et sauver l'euro. Une urgence qui pousse la France et l'Allemagne à aligner leurs positions. Ce sera le débat de ce 19h. D'autres cas de contamination par la bactérie E. coli sont à l'étude, annonce cet après-midi de Xavier Bertrand en visite à Lille, où sont toujours hospitalisés 7 enfants victimes de steak haché suspect. La santé de l'un d'entre eux s'est aggravée aujourd'hui. La bataille de Paris, l'UMP parisienne se déchire pour désigner ses candidats à la prochaine élection sénatoriale. Une liste dissidente pourrait bien obtenir un siège en septembre. C'est désormais le temps qui joue contre la Grèce. L'urgence à résoudre la crise était ce matin palpable dans les propos de la chancelière allemande comme du président français. Une urgence qui a poussé le couple franco-allemand hier divisé sur les solutions à adopter à la crise au compromis. Margot Brio. Poignées de main et sourires de circonstance, face à la crise grecque, la France et l'Allemagne ont décidé de faire front commun. Depuis plusieurs jours, les Européens se déchiraient sur les modalités d'un nouveau plan d'aide à la Grèce. L'Allemagne exigeait une participation des banques et du secteur privé, la France, elle, en appelait au volontariat. Aujourd'hui, Paris et Berlin ont finalement décidé d'accorder leur violon et c'est la chancelière allemande qui revoit ses ambitions à la baisse. Nous voulons que le secteur privé participe sur une base volontaire. Je veux insister là-dessus. Il n'y a aucune base légale pour une participation obligatoire. Et ceci doit être fait en harmonie avec la Banque centrale européenne. Une participation strictement volontaire du privé, donc pas de défaut de paiement et une concertation avec la BCE. Le compromis s'ébauche, il n'y a maintenant plus de temps à perdre pour sauver la Grèce de la faillite. Nous voulons aller le plus vite possible, sans fixer une date, mais enfin disons que comme septembre c'est pas le plus vite possible, comme en août on peut avoir d'autres occupations, et comme nous sommes déjà dans le dernier tiers du mois de juin, le plus vite possible, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Le plus vite possible, c'est-à-dire un accord avant le 11 juillet, date de la prochaine réunion de l'Eurogroupe. Pas de chiffres pour le moment, mais le plan de sauvetage pourrait avoisiner les 100 milliards d'euros. Dès dimanche, les ministres des Finances se retrouveront au Luxembourg pour en discuter. Et membre de cette fameuse troïka évoquée dans le reportage, le FMI qui lui aussi tire la sonnette d'alarme et affiche son inquiétude. Il reste peu de temps à l'Europe pour résoudre le problème global de sa dette publique, estime le Fonds monétaire international. Après les déclarations franco-allemandes, l'euro a nettement rebondi aujourd'hui face au dollar. En France, ils sont toujours 7 enfants hospitalisés à Lille après avoir été infectés par la bactérie E. coli, issue, vous le savez, de steak haché suspect. L'un d'entre eux, le plus gravement atteint, a été placé en coma artificiel. En visite sur place, Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a indiqué que d'autres cas font actuellement l'objet d'investigations. Le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, recevra lundi celle qui, pendant 10 ans, a mené les rênes du géant du nucléaire, Areva. Anne Lauvergeon, son adjoint, Luc Ourcel, prend désormais les commandes. Mathilde Bélanger. Nicolas Sarkozy s'en est expliqué à Berlin. En nommant le bras droit d'Anne Lauvergeon comme son successeur, il fait le choix de la continuité. Mais la nouvelle a fait réagir vivement dans l'opposition et même chez certains députés UMP qui évoquent un limogeage et un mauvais coup porté à l'industrie française. Écoutez, c'est pas un limogeage, elle arrive au terme de son mandat, elle a été reconduite pendant 2 mandats. On est dans une continuité puisque c'est le numéro 2 qui va prendre le relais, voilà. Anne Lauvergeon était depuis 10 ans à la tête du groupe qu'elle a contribué à créer. Ces derniers mois, elle avait activement défendu son bilan pour briguer un 3e mandat. Mais cette ancienne Sherpa de François Mitterrand était connue pour ses mauvaises relations avec Nicolas Sarkozy et avec le patron d'EDF, Henri Proglio. On lui a aussi reproché l'échec de la vente de centrales nucléaires à Abu Dhabi en 2009. Sa cote était remontée suite à la catastrophe de Fukushima lorsqu'elle s'est déclarée partisane d'installations plus chères mais plus sûres. Mais l'accident a aussi revu à la baisse les ambitions d'Areva alors que le concept même du nucléaire est remis en cause dans certains pays. Son successeur, Luc Ourcel, aura donc pour tâche de redresser les finances du groupe et de mener à bien le très coûteux chantier du nouveau réacteur EPR. Un contrat d'1 milliard d'euros, celui signé aujourd'hui entre la Russie et la France pour la vente de 2 navires français de classe Mistral. Un accord qui inclut de nombreux transferts de technologie.
Politique française, on saura ce week-end qui finalement portera l'étendard du parti de gauche et du parti communiste pour la présidentielle de 2012. 3 candidats sont en lice, dont Jean-Luc Mélenchon, le préféré des instances du PC. À la gauche de la gauche, comme d'ailleurs chez les Verts, c'est l'heure des primaires. Patrick Jean-Pierre. Du rififi chez les communistes. À l'origine, ce devait être un plébiscite pour Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche. Toute logique de primaire était exclue. Au final, le député communiste André Chassaigne et Emmanuel Dantran de la gauche unitaire sont aussi dans la bataille. 3 hommes et 3 façons différentes d'imaginer la place des communistes lors du prochain scrutin. Le choix numéro 3, c'est la candidature d'Emmanuel Dantran, donc uniquement comme candidat PCF, donc pas de front de gauche. Donc celle-là sera très minoritaire. Ensuite, entre le choix numéro 2 et le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la candidature d'André Chassaigne dans le cadre du front de gauche, mais dans ce choix numéro 2, il n'y a pas la question de l'accord législatif. Et il y a peu la question aussi du programme populaire et partagé. Reste le choix numéro 1, le très médiatique Jean-Luc Mélenchon. Il a le soutien inconditionnel des cadres du parti pour incarner le front de gauche. Ce choix n'est pas anodin. Le Parti communiste français a également des arrière-pensées électoralistes. C'est un pari gagnant parce que c'est une personnalité bien évidemment qui compte sur la scène politique. C'est un pari gagnant parce qu'il peut être aussi, il peut permettre un élan pour les présidentielles et pour les législatives. C'est un pari gagnant aussi pour le symbole que ça représente, c'est-à-dire que la force principale, le Parti communiste aujourd'hui, est en capacité pour porter un projet de faire appel à des personnalités aussi diverses que celles de Jean-Luc Mélenchon. Dimanche 11h, le secrétaire national du parti annoncera les résultats. L'issue du scrutin fait a priori peu de doute. Le soir même, Jean-Luc Mélenchon est déjà prévu comme invité du 20h chez nos confrères de TF1. À gauche comme à droite, vous l'avez compris, eh bien c'est l'heure des grandes manœuvres. À 11 mois maintenant de la présidentielle, au PS, eh bien c'est vers Martine Aubry que les regards se tournent. Une première secrétaire très courtisée, très sollicitée, mais qui refuse pour le moment eh bien d'affirmer clairement ses intentions. C'était encore le cas hier soir. Par exemple, sur le plateau de nos confrères de TF1. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Comment peut-on appliquer, j'allais dire, cette façon de faire de la patronne du PS? Ce qui est d'étonnant, c'est un tout petit peu notre étonnement, car Martine Aubry a fixé un calendrier, un délai. Elle nous a dit hier, d'ailleurs, qu'elle ne souhaitait pas qu'il y ait du buzz. Elle souhaitait s'exprimer devant l'ensemble des Français. Alors, le 28 juin, voilà, le 28 juin. Pourquoi avons-nous ces interrogations? Eh bien, sans doute parce que dès le départ, avec le pacte entre elle et Dominique Strauss-Kahn, on s'interroge sur la volonté de Martine Aubry d'aller à la présidentielle. Et même après le retrait forcé de Dominique Strauss-Kahn du fait des circonstances, on ne sent pas chez elle une appétence, une volonté. Les Français psychologisent les questions politiques et politisent les questions psychologiques. Et donc le sujet, c'est pas tant quand, mais est-ce qu'elle veut véritablement y aller? Est-ce que, en tout cas, le fait d'y aller aura comme source une volonté de se présenter positivement ou un devoir? C'est un élément tout à fait important pour les Français. Alors, qu'est-ce que cette attitude, Stéphane, peut nous apprendre, peut nous éclairer dans un futur duel entre Martine Aubry et François Hollande, qui lui, ça fait des mois, est lancé dans la course? Oui, vous le dites, Pierre-Henri. Finalement, François Hollande, lui, il s'est tout de suite déterminé. Il y a 2 candidats comme ça. Il y a Ségolène Royal et François Hollande qui, dès le départ, montrent une volonté tenace d'y aller dans un rapport direct avec les Français. Alors, beaucoup va dépendre finalement de la façon dont Martine Aubry va nous annoncer sa candidature. Est-ce qu'elle l'annonce comme un devoir au service de la gauche et au service du Parti socialiste, auquel cas mécaniquement, dans un premier temps, dans les sondages, elle va progresser, elle pourra même doubler François Hollande de façon mécanique, mais si c'est son registre essentiel, sans doute qu'ensuite ses bons amis du Parti socialiste la feront chuter dans l'opinion, parce que pour les Français, le sujet, lors d'une présidentielle, ce n'est pas faire plaisir aux différents dirigeants du Parti socialiste, c'est nouer un rapport direct avec les Français. Réponse donc le 28 juin, c'est finalement dans quelques jours. Absolument. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Et toujours au chapitre présidentiel, la confirmation de la candidature de Frédéric Nious pour le mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Mercredi, ce sera au tour de Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate, de se lancer dans la course. L'actualité politique en France, c'est également, bien sûr, les élections sénatoriales qui auront, quelques mois avant les présidentielles, une importance cruciale.
En septembre, la moitié de la Haute Assemblée sera renouvelée, élue par les grands électeurs, ces grands électeurs qui étaient désignés aujourd'hui dans toutes les communes du pays. Sandra Serquera. Dans toute la France aujourd'hui, les maires convoquent leurs élus autour d'un conseil municipal un peu particulier, avec un seul ordre du jour, désigner les grands électeurs pour les sénatoriales. 90% d'entre eux sont des conseillers municipaux. Ils sont donc élus en mairie avant de voter eux-mêmes pour un sénateur. Leur nombre varie en fonction du nombre d'habitants par commune. Avec moins de 9000 habitants, certains conseillers municipaux sont délégués. Avec 9000 habitants et plus, tous sont délégués de droit. Pour les villes de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont élus, le plus souvent des militants, 1 pour 1000 habitants. Ils deviennent grands électeurs alors qu'ils n'ont pas de titre particulier pour l'être, mais c'est la règle du suffrage indirect et la représentativité des grosses villes doit être assurée. À l'ouverture de la séance du conseil municipal, les élus déposent leur liste de candidats. Chacun d'entre eux peut présenter la sienne. La loi l'autorise, mais dans les faits, le nombre de listes est limité. Puis les élus votent ensemble à bulletin secret. Liste de gauche contre liste de droite aux élections municipales, eh bien on retrouve finalement cette dualité, cette dichotomie dans la composition des délégués sénatoriaux. Et même dans les petites communes, en général, on s'est mis d'accord avant. Un vote sans grande surprise, mais qui marque bien le lancement officiel de la campagne sénatoriale. Les délégués vont maintenant recevoir lettres, coups de fil et visites des candidats, avant de se rendre aux urnes le 25 septembre prochain. Et en cas de manquement à leur devoir, ils s'exposent à une amende de 150 €. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir Pierre-Henri. Donc aujourd'hui, dans toutes les communes de France, on le disait, ont été désignés, ou en passe de l'être, ces fameux grands électeurs qui devront élire la moitié de la Haute Assemblée, pas plus tard que fin septembre prochain. Mais encore faut-il qu'il y ait des candidats désignés. On les désigne en ce moment même également, ces candidats. Et ça ne se passe pas toujours bien, en particulier à Paris. On l'a vu aujourd'hui, où la droite, en tout cas l'UMP, se déchire sur ces candidatures. Oui, Pierre-Henri, et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un désaveu pour l'Élysée, car je vous rappelle qu'à Paris, à droite, pour les sénatoriales, il y a deux listes. Il y a la liste officielle, celle de Chantal Jouanneau, ministre des Sports, donc il y a le soutien de Nicolas Sarkozy, et celle de Jean-François Legarrey, le maire du 1er arrondissement, une liste dissidente qui a aujourd'hui remporté une première victoire, car elle est désormais en mesure d'obtenir un siège en septembre, compte tenu du vote des conseillers de Paris pour la désignation des grands électeurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, car ce qui se trame en toile de fond de ce déchirement de l'UMP pour les sénatoriales, c'est les municipales de 2014, avec un possible duel entre François Fillon, donc qui soutient davantage la liste de Chantal Jouanneau, et Rachida Dati, qui aurait voté aujourd'hui donc pour la liste de Jean-François Legarrey. Donc c'est une victoire pour le maire du 1er arrondissement. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, ils espéraient que dans le rapport de force, nous n'existerions pas. Il se trouve que nous avons démontré ce matin que nous existons. À partir de là, le rapport de force est modifié. Il y a une nouvelle donne, il faut en tenir compte. Il faut donc en tenir compte, dit Jean-François Legarrey. Il propose même de tendre la main à la liste officielle de l'UMP. Pas question, répond Philippe Goujon, qui est donc le député maire du 15e arrondissement et président UMP, donc de la fédération UMP de Paris. Écoutez-le. Cette liste ne changera pas. Encore une fois, elle a été adoubée à l'unanimité par la commission d'investiture. Ces étapes se succèdent avec à chaque fois quelques mini-rebondissements. Et nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises, je pense. En tout cas, c'est bien clair, Delphine, la bataille sénatoriale, elle est bel et bien commencée. Et de quelle manière à Paris, Oui, et donc les grands électeurs vont désormais faire l'objet de toutes les convoitises. Et comme s'en amuse Jean-François Legarrey, qu'on a entendu donc, dans ces sonores réalisés par Aurélien Romano aujourd'hui, eh bien, il va falloir surveiller qui rencontre qui pendant les vacances. Merci beaucoup Delphine Girard pour vos éclairages. Et puis cette dépêche qui nous parvient à l'instant, François Fillon qui vient de se déclarer opposé à la dépénalisation du cannabis. Vous savez que ce dossier a fait l'actualité ces derniers jours. Je n'envisage pas une seconde, a dit le Premier ministre, une dépénalisation du cannabis. Retour donc sur l'actualité de ce jour et l'Europe qui tente avec difficulté de résoudre le casse-tête grec. À Berlin, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont donc affiché une position presque commune. En Grèce, à Athènes, c'est un nouveau gouvernement qui devra prendre désormais à bras le corps cette crise financière sans précédent. Le Premier ministre Georges Papandréou a nommé le ténor socialiste Evangelos Venizelos
au ministère très sensible des Finances. Son premier tour de force sera de faire adopter d'ici la fin du mois un nouveau projet de loi d'austérité que conteste déjà vivement la rue comme une partie du Parti socialiste au pouvoir. Voilà, retour sur le plateau de Public Sénat avec nos invités que je vous présente et que j'ai beaucoup de plaisir à accueillir. Sylvie Goulard, bonjour, vous êtes députée européenne sous l'étiquette du MoDem. Et à côté de vous, Gérard Dussillol, vous êtes chercheur à l'Institut Thomas More. Alors l'Institut Thomas More, c'est une sorte de think tank réputé, classé plutôt à droite. Hein. Alors on a vu, madame, monsieur, une fois de plus, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy côte à côte. C'était en fin de matinée, en direct de Berlin, pour défendre donc une position commune vis-à-vis de ce dossier extrêmement compliqué, de ce dossier grec. Peut-on dire que sur ce dossier hautement sensible, eh bien, le couple franco-allemand joue une carte aujourd'hui majeure? Sylvie Goulard. De toute façon, tous les pays de la zone euro jouent une carte majeure, c'est clair. C'est l'euro qui est en jeu aussi. Hein. C'est l'euro qui est en jeu, donc il ne s'agit pas seulement d'aller aider les Grecs par charité, il s'agit surtout de veiller à ce que nos emplois et notre prospérité soient défendus. Et la France et l'Allemagne ont un rôle à jouer, évidemment, politiquement, et vu leur poids économique dans la zone euro, c'est à peu près la moitié du PIB de la zone euro. Alors justement, s'agit-il au fond de sauver l'euro ou de sauver la Grèce? Bien sûr, vous allez me dire de sauver les deux. Oui, et puis je crois que sauver, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, on finit par employer des mots valises. Ce qui est certain, c'est que la Grèce n'a pas la capacité d'aller se refinancer seule sur les marchés, qu'un certain nombre de décisions insuffisantes ont été prises depuis le début de la crise de la dette souveraine. Il y a eu des décisions, je crois qu'il ne faut pas non plus noircir le tableau, mais ça a été un peu, trop tard. Et je crois pour ma part que nous aurions besoin du saut dans l'union politique qui était prévu, je le rappelle, lors du passage à l'euro. Gérard Dussillol, on a vu donc les positions françaises et allemandes se rapprocher à une sorte de compromis. Par exemple, Mme Merkel propose maintenant que les banques puissent financer la Grèce de manière volontaire. C'était une obligation pour la France et l'Allemagne de trouver une position commune sur ce dossier. Déjà, il fallait qu'il y ait une position commune en Allemagne. Parce qu'on a vu le gouvernement de Mme Merkel avec son ministre des Finances, M. Schäuble, qui était en opposition violente, enfin frontale, dirons-nous, avec le patron de la BCE, M. Trichet. Pourquoi M. Trichet ne voulait pas qu'il y ait une restructuration de la dette grecque? Parce qu'une restructuration de la dette grecque aurait signifié un défaut, et toutes les banques qui sont créancières de la Grèce auraient dû traiter les créances qu'elles ont sur la Grèce comme des créances en défaut et donc nécessitant des apports de fonds propres massifs pour compenser les pertes qui auraient été liées à ce défaut. Et plus grave encore, la Banque centrale européenne, elle aussi, refinance beaucoup la Grèce en prenant en pension de la dette grecque. Et donc on aurait eu aussi une perte au niveau de la BCE et certains même se sont demandé s'il n'aurait pas été nécessaire de recapitaliser la BCE. Donc ça fait quand même un petit peu désordre. Et puis la troisième chose, c'est que la BCE continue à financer l'économie grecque et dès l'instant où ces dettes auraient été en défaut, elle n'aurait plus pu le faire, ce qui aurait signifié l'effondrement du système bancaire grec. Donc on rentrait dans une espèce de machine infernale avec des jeux de dominos que personne n'est en mesure de contrôler une fois que le processus est lancé de type Lehman. Avec ces déclarations de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, est-ce qu'on voit apparaître une petite lumière de sortie de crise dans cette affaire, Sylvie Goulard? Non, comme ça vient d'être dit, je crois que ce qui est très important, c'est que la position de la Banque centrale européenne est prévalue. Ça, c'est vraiment l'institution qui est en contact avec les marchés. Parce qu'on a beau en France dans le débat public diaboliser les marchés, dire on peut aller contre eux, on peut ne pas tenir compte de la mondialisation, etc. Si tous les investisseurs étrangers perdent confiance dans les États membres de la zone euro, personne ne sera avancé. Donc je crois que c'est un point très important. Après, encore une fois, je le souligne, la France et l'Allemagne, c'est extrêmement important pour l'Europe, ce n'est pas toute l'Europe et nous devons veiller à impliquer les autres partenaires, la Commission européenne, sinon les ententes franco-allemandes sont vues par des diktats et c'est totalement contre-productif. Est-ce que néanmoins vous avez l'impression qu'on a fait un petit pas en avant vers, j'allais dire, une solution à apporter à cette crise grecque? Écoutez, moi je suis ravie si on va vers un accord. Je suis un peu comme saint Thomas. Il y a beaucoup d'effets d'annonce dans cette affaire. On va voir quand la décision sera prise par l'organe qui est compétent pour prendre cette décision, qui est le Conseil européen, qui se réunit la semaine prochaine. C'est un peu, j'allais dire, l'épreuve de la vérité pour ce fameux couple franco-allemand, pour reprendre ce terme.
Bon, ce couple franco-allemand, c'est une expression qu'on affectionne particulièrement en France. Je ne suis pas sûr qu'en Allemagne elle ait autant de succès. Il est clair que la France et l'Allemagne ont été les grands moteurs de toute cette construction européenne. Il est clair que la France aujourd'hui s'est considérablement affaiblie sur le plan économique par rapport à l'Allemagne. On parle de décrochage, on le voit dans le chômage, on le voit dans la balance commerciale, on le voit dans le taux d'endettement. Et dès l'instant où vous avez un des deux partenaires qui n'est plus égal, qui est de moins en moins égal à l'autre et qui commence à diverger, par définition, c'est plus tellement un couple. Donc là, on a paré au plus pressé, on a évité un scénario qui pouvait être apocalyptique, pour autant qu'on aille jusqu'au bout. Bien sûr, ce que disait Mme Goulard. Oui. Mais les problèmes de fond restent les mêmes. L'hypothèse qui a été évoquée ces derniers jours d'une sortie des pays périphériques de l'Europe, dont la Grèce, de la zone euro, s'éloigne aujourd'hui pour vous? Dans l'immédiate, oui. Dans l'immédiate, oui. Mais on n'a pas résolu le fond du problème, c'est que tout le monde, tous les économistes sur la planète, vous disent tous que la Grèce n'a pas la capacité de rembourser le montant de dette qu'elle a contracté. Donc il y a un moment où il va falloir faire quelque chose. Alors là, c'est un artifice comptable pour faire en sorte que ce sont les banques qui vont d'elles-mêmes dire que on va remplacer une dette par une autre qui va être plus longue et les banques vont accepter. Le seul problème, c'est que c'est un artifice qui peut marcher dans des limites assez étroites. On ne peut pas faire ça sur probablement les montants de dette grecque qu'il serait nécessaire d'abandonner. Oui. Et pourtant, Sylvie Goulard, c'était palpable, hein, je le disais, on le percevait, cette notion d'urgence. D'ailleurs, le FMI en a, si je puis dire, rajouté une couche encore cet après-midi en disant qu'il faut maintenant faire vite. Il y a vraiment urgence sur ce dossier. Oui, mais ce qu'on touche du doigt, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le décrochage entre la France et l'Allemagne. Il faut qu'on arrête de dire aux Français qu'il y a un couple franco-allemand, un intérêt de l'Allemagne pour la France. Non pas que les Allemands soient devenus expansionnistes, hégémoniques. Ils regardent nos performances, ils regardent les leurs et ils se disent que finalement, ils ont peut-être des amis de rechange. Donc, la première chose à faire, si on veut consolider le franco-allemand, c'est de mettre de l'ordre dans la maison France, de regagner de la compétitivité, de faire des réformes douloureuses que l'Allemagne a faites et que notre pays répugne à faire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une pression du reste du monde. Vous avez raison d'évoquer le FMI. C'est pour ça que Mme Merkel a souhaité que le FMI soit impliqué depuis l'année dernière. C'était parce que les créanciers ou les pays qui participent au FMI n'ont pas du tout envie d'affronter un système européen qui n'est pas capable de décider. Et ce que nous touchons, ce sont les limites de la coordination. On vient nous dire en permanence que toutes les formes d'Europe se valent. Ce n'est pas vrai. D'un côté, on le voit avec la BCE, on a un responsable, M. Trichet, bientôt M. Draghi, on l'a auditionné au Parlement cette semaine, qui est quelqu'un qui peut décider et qui incarne l'Europe. De l'autre, il y a une bande, j'allais dire, de personnes, peut-être pleines de bonne volonté, mais qui, pour les tiers, pour les investisseurs, sont extrêmement nombreux, s'expriment chacun sur un ton, parlent chacun à leur opinion publique, et c'est aussi ce qui est en train de nuire à la Grèce en ce moment. Et là, nous avons une responsabilité considérable. Moi, je fais un vœu, ça serait que l'Eurogroupe désigne un porte-parole et que les autres, enfin, se taisent. Et c'est-à-dire que la solution pour vous, eh bien, c'est une Europe coordonnée, une Europe fédérale? Attendez, justement, entre la coordination et des institutions plus fortes, il y a un pas. Soit vous êtes dans la coordination, chacun prétend, ce qui est faux. Nous avons partagé la souveraineté avec l'euro. Nous ne l'avons pas abandonné, nous l'avons volontairement partagé. Et nous l'exerçons conjointement, avec un rôle plus important du Parlement européen, notamment pour remettre de la démocratie dans tout ça. Je ne dis pas ça parce que je suis au Parlement, j'y suis allée parce que j'y crois, c'est différent. Et deuxièmement, il faut que nous cessions de feindre, que nous puissions tous prendre des décisions selon nos échéances nationales, se poser la question merveilleuse de savoir qui sera le candidat de telle ou telle écurie, et qu'on voit que notre responsabilité est une responsabilité de faire fonctionner l'ensemble de la zone euro. Alors il y a un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est le dossier du nucléaire, par exemple, où on voit bien les différences de point de vue et de stratégie entre la France et l'Allemagne, par exemple. Oui, on est très loin d'une coordination européenne. Ah bah, non seulement on est loin d'une coordination, mais il y a eu une décision unilatérale de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne est souveraine, on peut la respecter, mais on ne peut que le regretter. En l'espace de 3 semaines, 2 de nos voisins et les 2 autres économies importantes de la zone euro, l'Allemagne et l'Italie, ont décidé d'abandonner le nucléaire. La France a une 50aine de centrales
qui seront un problème de sécurité si vraiment c'est la sécurité qui doit justifier ce choix, parce que si jamais il y avait un drame en France, ni les Allemands, ni les Italiens n'y échapperaient. Et à l'inverse, si c'est dans un domaine qui a autant d'incidence pour la compétitivité de nos entreprises, faire des choix énergétiques complètement séparés, sans même se parler, je trouve ça tout à fait regrettable. Avec des enjeux considérables, évidemment, et pour les uns et pour les autres. Gérard Ducilol, on a vu une fois encore Merkel et Sarkozy côte à côte, on évoquait le couple franco-allemand. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle regarde où? Est-ce qu'elle regarde vers l'Est ou vers l'Ouest? Alors, si vous voulez, l'Allemagne, le premier partenaire économique de l'Allemagne, aujourd'hui, c'est la France. Mais à une échéance très très brève, est-ce que c'est 2012 ou est-ce que c'est déjà la fin de 2011, le premier partenaire économique de l'Allemagne, le premier marché, c'est la Chine. Et derrière, entre la Chine puis la France, il y a les BRIC, enfin les autres, les BRIC, donc Inde, Russie et Brésil. Donc il est clair que les intérêts économiques de l'Allemagne commencent à se décentrer en dehors de l'Europe. Par ailleurs, avec la réunification et la chute l'adjonction des pays d'ex-Europe centrale à l'Europe, l'Allemagne a étendu sa zone d'influence vers l'Est et vers ces pays-là. Il y a quand même plus de 100 millions de gens qui parlent l'allemand. Et donc, c'est sa zone d'influence et ça rejoint les vieux tropismes allemands d'avant la guerre où certains partis politiques voulaient se faire un empire vers l'Est et vers le centre. Donc on retrouve les tropismes. L'Allemagne aujourd'hui n'a plus besoin de l'Alliance Atlantique, moins besoin de l'Alliance Atlantique parce qu'il lui faisait miroiter la réunification un jour parce qu'elle est faite. Et elle a beaucoup moins besoin de la construction européenne puisque ces marchés se développent en dehors de l'Europe. Oui, cette analyse est entièrement juste sur le plan économique. Très sincèrement, pour être beaucoup en Allemagne, j'ai même pas le sentiment qu'il y a une idée d'un choix alternatif. Il y a aussi, très sincèrement, une très forte déception vis-à-vis des partenaires. Si vous êtes allemand aujourd'hui et que vous regardez les performances économiques de la France, d'une part, de l'Italie, d'autre part, de l'Espagne, qui sont les autres grandes économies de la zone euro, eh bien, ce sont des partenaires qui n'ont pas tenu les promesses qu'ils ont faites. Donc, je crois qu'il faut qu'on se remette au travail. Pour ma part, je pense que les Allemands n'ont pas intérêt à être seuls non plus et que donc une grande partie du travail est à faire chez nous. Merci beaucoup. C'était votre phrase de conclusion. On a plutôt un mot alors. Juste pour revenir au couple franco-allemand, c'est justement ce chantage permanent que fait la France à l'Allemagne au risque d'explosion du système qui fait qu'elle revient à chaque fois dans des positions plus... Voilà, et on a eu encore un exemple aujourd'hui. Encore un exemple aujourd'hui. Merci de votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Nous avons demandé à nos internautes amis de notre partenaire, le nouvelobs.com, la question suivante, à propos bien sûr de la crise grecque. Craignez-vous l'éclatement de la zone euro? Vous êtes une forte majorité, 66%. Vous avez été nombreux à voter, à craindre cet éventuel éclatement de la zone euro, qui visiblement, à vous entendre, s'éloigne un petit peu ce soir. Cette édition est terminée. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos confrères et amis d'LCP Assemblée nationale. Très bon week-end à tous. Merci. Depuis la mise hors course de Dominique Strauss-Kahn, le PS s'emploie à afficher l'image d'un parti uni dans l'adversité et dans la perspective des primaires. Mais que valent ces images? Qui tirera parti de la nouvelle donne au PS? Et comment les uns et les autres ont-ils adopté leur posture à cette nouvelle situation? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, François, Ségolène, Martine et leurs habits. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. L'aventure débute en Angleterre avec la naissance de Louise Brown, premier bébé éprouvette conçu par fécondation in vitro. C'était un espoir extraordinaire pour les gens stériles. Il ne faut pas oublier quand même qu'au départ, la fécondation in vitro, c'est pour permettre à des personnes stériles d'avoir des enfants. Plus de 30 années se sont écoulées depuis la naissance du premier bébé éprouvette. 30 années pleines d'émotions et de rebondissements. 30 années qui ont bouleversé la science et redonné espoir aux personnes en mal d'enfants.
Les bébés de l'amour et de la science. Demain à 22 h sur Public Sénat.